Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Wildfire Game Dev FR, je m'appelle Nathan et aujourd'hui on continue notre découverte d'Unity. La dernière fois, nous avions commencé avec notre premier script et nos premiers components. Nous allons pouvoir les réouvrir. Pour cela, retournez dans le dossier dans lequel vous avez créé votre script et double-cliquez dessus. Cela vous ouvrira directement Visual Studio. La dernière fois, nous avions vu qu'est-ce qu'était une classe en C# et comment la déclarer. Nous avions vu au passage comment déclarer des variables, comme ici la variable number. Nous avions vu les types de variables, avec ici une variable int, donc pour un entier, c'est-à-dire un nombre négatif ou positif, sans décimale, donc sans chiffre après la virgule. Et nous avions vu aussi pour les variables ce qu'on appelle les accès, enfin les niveaux d'accès, public, privé. Il en existe un troisième avec protégé, les protected. Et ça, nous le verrons au moment où nous aurons besoin de l'utiliser. Pour l'instant, rien d'essentiel. Nous avions vu aussi les différentes méthodes, donc avec les méthodes start et update d'Unity, leur fonctionnement. La méthode start est appelée une fois au démarrage du monobehavior ici, tandis que la méthode update est appelée à chaque frame du jeu. Chaque frame, Unity va appeler les méthodes update de chaque monobehavior présent dans la scène. Et nous avions vu comment déclarer notre propre méthode avec son type de retour, donc de la même chose qu'une variable, quel est le type de la valeur que va nous retourner cette méthode. Là, on a un entier ici, ça pourrait être un float, donc c'est-à-dire un nombre avec des virgules, ça pourrait être aussi une autre classe. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard dans la leçon. Nous avions vu la création des paramètres, ici avec pareil un entier number, un entier factor, et comment faire retourner, donc comment dire à la fonction de renvoyer à la fin de son traitement une certaine valeur, du coup, qui coïncide au type déclaré ici. Voilà. Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer d'approfondir encore un peu le code. On va continuer de manipuler ce premier component que nous avons commencé ensemble, et en suivant, nous allons attaquer un nouveau component qui va un peu plus interagir avec notre scène 3D sur Unity, ce qui va rendre tout ça un peu plus visuel. Pour continuer l'approfondissement, nous allons voir un peu plus en profondeur les différentes manipulations qui peuvent être faites dans une fonction. Alors, une fonction peut être extrêmement conséquente en termes de calcul à l'intérieur, ce qui n'est pas une bonne chose. De manière générale, il faut qu'une fonction ne se réduise qu'à un seul effet. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui a pour but de calculer par exemple la distance entre le joueur et la porte avec laquelle il peut interagir la plus proche, il est important que cette fonction ne fasse que ça. Elle vous retournera la distance entre le joueur et la porte la plus proche. Il ne faut pas commencer à ajouter ce qu'on appelle des side effects, car quand vous allez travailler sur un long projet, vous allez oublier que certaines fonctions, ah mais c'est vrai qu'elle aussi elle fait ça, ça peut vous casser quelque chose. Et surtout si vous travaillez à plusieurs, un autre développeur peut faire appel à votre fonction sans forcément savoir ce qu'il y a dedans, même si en théorie on est censé le lire, ça peut passer outre, etc. Donc dans notre cas, on a nommé notre fonction number incrementation sur l'épisode précédent. Et c'est pas ce que notre fonction va faire en réalité, car on a passé en paramètres number et factor. Donc déjà, on va commencer par faire un petit renaming de notre fonction, car nous, on veut que cette fonction, en fait, finalement, multiplie le nombre qu'on va passer en paramètres, selon un facteur que nous passons aussi en paramètres. Donc, pour renommer la fonction, deux options. Soit vous sélectionnez le nom de la fonction et vous retapez directement number factor, par exemple. Mais on voit qu'ici, dans Start, là, le compilateur nous dit attention, je ne connais aucune fonction qui s'appelle number incrémentation. Ça n'existe pas dans le. Alors, il appelle ça le contexte actuel. Donc, c'est en fait, parmi tous les fichiers, etc. Dans ce contexte-là, il ne connaît pas, il n'a pas de référence à ça. Donc, c'est bien, mais si vous avez un autre script beaucoup plus loin dans le projet qui fait appel à cette fonction, vous pouvez casser. Vous pouvez casser le code. Heureusement, Unity, à la compilation,
au démarrage et il va nous dire vous faites appel à quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça peut être facilement rattrapé. La meilleure solution, alors je vais faire CTRL Z ici, voilà, c'est de double-cliquer toujours dessus et de faire CTRL RR, 2 fois R, CTRL RR. Ça va nous ouvrir le menu pour faire un renommage. Et là, le compilateur, en fait, va s'occuper de faire un renommage de toutes les références à ce nom-là. Donc là, on va l'appeler number factor. Voilà. On peut voir ici qu'on peut inclure les commentaires et ici inclure les chaînes de caractères. C'est rarement nécessaire. Car souvent, si c'est dans un commentaire ou dans une chaîne de caractères, c'est rare qu'on ait besoin de le modifier et surtout, c'est des choses qui très très rarement peuvent être à l'origine d'un problème. Donc généralement, on ne coche pas ces deux cases. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut faire Entrée. Voilà. Et on voit que notre modification a été apportée ici, donc à la déclaration de la fonction. Et elle a aussi été apportée ici dans le start. Voilà. Donc CTRL RR, c'est le raccourci le plus efficace pour renommer une fonction. Ça marche aussi avec le nom d'une variable, ici par exemple number, qu'on pourrait changer par value tout simplement. On voit ici que la modification a été apportée, mais pas là, pas dans number factor, parce que ce n'est pas le même objet. Ici, on parle bien de la variable value qu'on a déclarée en global dans la classe myComponent. On ne parlait pas, quand elle s'appelait number, du paramètre ici number qui n'existe que dans la méthode number factor. Voilà. Donc, on va finir avec la fonction number factor qui va pouvoir nous retourner du coup la multiplication entre number et son factor. Donc, pour multiplier, alors là, on a deux options. On va soit faire comme on a vu ici pour le int incre. D'ailleurs, ça, regardez, on va directement faire un premier raccourci ici. On va prendre number factor avec value et le 0. On peut faire un CTRL X pour couper et on le met directement dans le debug log. Voilà, parce que de toute façon, là ici, ça, c'est exclusivement pour tester. D'ailleurs, au passage, vous pouvez mettre un petit commentaire, soit au-dessus de la ligne intéressée, soit à côté de la ligne. Ça, c'est tout à chacun. J'aime bien personnellement le faire au-dessus de la ligne qui est concernée par le commentaire. Et ici, je vais dire just for test. Voilà. Ou même dire juste là, je pouvais juste écrire par exemple test ici. De toute façon, on le comprend vite que ça n'a aucun intérêt d'un point de vue gameplay d'avoir simplement un log qui va nous afficher le retour de la méthode number factor. Voilà. Donc, ça voilà, on peut déjà nettoyer ça donc, dans le start et dans number factor. Donc je disais, on a deux solutions. On peut soit faire une variable temporaire, donc on déclare une variable à l'intérieur de la fonction number factor, ce qui fait que cette variable n'existera que dans la fonction number factor, mais il y a un petit désavantage. Donc alors, on va le faire. Voilà, on va créer par exemple la variable result. Voilà, c'est une bonne méthodologie. Il va nous dire, voilà, la variable résultat est déclarée mais n'est jamais utilisée. Ça, c'est pas grave. On n'a pas fini le code, c'est normal. Le petit désavantage de ça, même si ça rajoute de la lisibilité, parce que on va dire que result est égal à number, donc au paramètre number multiplié donc avec l'étoile par factor. Hop, factor, voilà. Donc là, on déclare une variable result et on lui dit, dès sa déclaration, qu'elle sera égale au résultat de number fois factor, ici. Donc là, dans result, on va stocker le résultat de cette opération mathématique. Et on peut directement retourner donc la valeur de result ici. Donc ça, c'est bien, c'est une manière très lisible de travailler. Ça fait que la méthode ne fait que 2 lignes, c'est vraiment très respectable. Par contre, le petit point important, quand on déclare une variable à l'intérieur d'une fonction, cette variable n'existe que dans la fonction. Ça on l'a vu précédemment. Ça veut dire qu'on ne pourra pas connaître le résultat, on ne pourra pas connaître, on va dire, le contenu de cette variable à l'extérieur de la méthode number factor ici. Mais
d'un point de vue architecture du code et vraiment d'un point de vue compilateur, d'un point de vue PC, machine, à chaque fois que Unity va appeler cette méthode, on va créer en espace mémoire, on va louer dans l'espace mémoire un espace pour stocker cette valeur-là. Donc ça fait beaucoup d'opérations d'un point de vue PC. D'un point de vue PC, ça veut dire que dès qu'on va appeler la fonction number factor, alors là, elle est appelée une fois au start, donc c'est une opération qui prend quelques millisecondes, c'est absolument pas un problème d'un point de vue PC. Par contre, si on commence à faire de l'appel de number factor à l'intérieur de l'update, à chaque frame de notre jeu, on va créer une variable result, on va stocker son résultat quelque part dans la RAM. On va réserver un petit espace pour un int, donc on va réserver 4 octets dans votre RAM. Alors ça va si vous avez 32 Go de RAM, même si vous avez 4 Go de RAM, ça va parce qu'on prend que 4 octets comparé aux milliards d'octets que vous avez dans vos RAM. C'est pas un problème, mais on va dire que par principe, quand vous allez commencer à définir des plus gros objets, définir des classes, des choses comme ça, dès que vous allez les créer dans une fonction, ça va prendre beaucoup d'espace dans la RAM. Voilà. C'est ça qui, d'un point de vue optimisation, c'est une première étape pour faire attention quand vous travaillez avec votre jeu, d'éviter de faire trop d'opérations inutiles. Donc là, le fait de créer une variable exprès pour stocker, la retourner ici et dès qu'on sortira, elle sera détruite. Ça fait une opération de création. Ensuite, on va la stocker en mémoire. Ensuite, on va la détruire. Tout ça, c'est des opérations qui peuvent être évitées pour votre processeur, pour la RAM et tout le reste. Une des méthodes, une des manières les plus pratiques pour éviter ça, c'est tout simplement, plutôt que de stocker le résultat de cette opération dans une variable temporaire et de retourner la valeur de cette variable temporaire, on peut tout simplement retourner le résultat de l'opération. Tout simplement comme ça. Return le number. En fait, ça reviendrait à faire return entre parenthèses number fois factor. Voilà. Ici, les parenthèses ne sont absolument pas nécessaires, mais en mathématiques, voilà. Si vous avez un peu plus l'habitude des mathématiques, vous allez comprendre que voilà, on peut directement retourner. D'abord, on fait ce calcul et le résultat, on le return dans la fonction. Voilà. Donc on va pouvoir tester ça directement. Voilà, donc on a nettoyé le code. On a toujours notre debug log ici qui va nous afficher, nous loguer le résultat de la méthode number factor dans laquelle on passe value et 0. Donc là, on va faire une multiplication par 0. Donc en théorie, alors on vérifie, j'ai recliqué, donc clic gauche sur votre cylinder ici dans la scène. Vous devez toujours avoir normalement My Component ici et la value est à 1. On peut la mettre par exemple à 50 si on veut. On pense toujours à bien sauvegarder dès qu'on fait une modification. On lance la simulation et on devrait avoir dans la console 0. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est très bien. Ici, on va changer, on va donner par exemple 5, tout simplement. Voilà. On change le 0 en 5 pour le paramètre factor de la fonction number factor. On sauvegarde, on revient sur Unity, on va lui laisser recompiler rapidement le code. Une fois le code recompilé, on voit qu'on a toujours la valeur 50, ça c'est très bien, ça n'a pas changé. Et on veut la multiplier par 5. Le code va la multiplier par 5. On se retrouve avec 250. Voilà. Donc là, on voit que notre méthode fonctionne. On a une méthode qui nous permet de faire un simple calcul mathématique de multiplication. On va continuer tout simplement à voir les bases de la programmation. Donc on va encore un petit peu travailler sur notre fonction et sur nos variables cette fois-ci. Car la dernière fois, je vous avais dit qu'il existait plusieurs niveaux d'accessibilité. On va beaucoup utiliser aussi les termes plutôt qu'accessibilité, on va dire différents niveaux d'encapsulation. C'est un terme que vous allez retrouver dans beaucoup d'endroits si vous lisez un peu de documentation de code. Vous allez entendre parler du principe d'encapsulation. L'idée du principe d'encapsulation, c'est de limiter l'accès à certains éléments de votre classe à des agents extérieurs. Donc, en agent extérieur, ça sous-entend d'autres développeurs,
Ça sous-entend d'autres classes qui auraient accès à des informations qu'on ne veut pas forcément, et par exemple à des modeurs ou à des pirates, enfin des pirates entre guillemets, des personnes qui vont chercher à créer des cheats sur votre jeu, des choses comme ça. Si on met le maximum d'informations en private, ça devient très compliqué pour une personne à l'extérieur du projet, ou ne serait-ce que pour un autre développeur, de venir cafouiller dans votre code. C'est pour ça qu'on a différents principes d'encapsulation. L'idée, c'est d'essayer de donner, on donne en accès ouvert vraiment que le strict nécessaire. Donc là, on voit que la variable, on l'avait mise en public pour pouvoir dire à Unity, cette variable existe et affiche-la nous, s'il te plaît, en éditeur pour qu'on puisse la modifier. Mais on a une meilleure solution pour faire ça. Donc déjà, on va la remettre en private. On voit bien que, alors on pense à sauvegarder, on voit bien que si je la remets en private, quand je retourne sur Unity, voilà. Si on sélectionne toujours notre objet cylinder ici, le component myComponent désormais n'affiche plus la variable accessible ici. Donc là, c'est problématique parce que nous, on veut pouvoir modifier cette valeur value. Et si on veut rajouter, pour que ce soit plus utile, un autre paramètre qu'on va appeler factor, parce que c'est mieux quand même euh, d'avoir un maximum de variables sur lesquelles on peut intervenir. Si on rajoute donc value et factor, qu'on passe en paramètre de number factor, comme ça, on peut manipuler vraiment directement depuis Unity, MyComponent nous affiche rien. Ça, c'est embêtant. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle un attribut. Les attributs sont des éléments qui peuvent être placés avant un membre d'une classe, donc avant une fonction, avant une variable, qui permettent de prévenir le compilateur de la manière dont ce membre-là sera lu ou exécuté. C'est un peu particulier. Pour l'instant, je vais vous montrer l'attribut le plus utilisé sur Unity. Et un jour, on fera un épisode dédié aux attributs custom. Ça peut vous faire gagner un temps fou sur certaines grosses productions. Ça peut vous faciliter la vie et tout. Par contre, c'est une vraie usine à gaz à mettre en place. Donc pour l'instant, aucune inquiétude. Ce n'est absolument pas nécessaire de maîtriser ça pour pouvoir faire du gameplay et même du bon gameplay. Donc, pour déclarer un attribut, on va ouvrir les crochets. On ouvre, on ferme les crochets. À l'intérieur des crochets, nous allons utiliser, c'est dans ces crochets que nous allons utiliser un attribut. Nous allons appeler un attribut à ce moment-là. Nous allons utiliser l'attribut serialized field. Voilà, Unity nous le propose directement. Serialized field ici. Cet attribut permet de dire à Unity, attention, ce qui suit est un champ, field, un champ. C'est un terme générique pour les variables et autres. Donc serialized field dit à Unity, attention, ce champ doit être sérialisé. Sérialisé dans Unity et en C Sharp, ça s'appelle, ça revient grosso modo à prendre toutes les informations de ce truc, de cette variable, de cette fonction, etc., et de la rendre lisible sous forme de string ou autre. Donc, quand on parle de sérialisation, ça veut dire qu'on va récupérer les informations, les transformer d'une manière qu'elles soient à peu près lisibles dans un format on va dire, ordinaire possible pour en fait pouvoir transmettre l'information à d'autres systèmes. Sur Unity, ça revient à l'afficher, à le rendre affichable en inspector. Donc là, en mettant simplement l'attribut serializedField devant private int value, si on retourne sur Unity, on voit que notre variable value est désormais redésormais visible et on peut la modifier tout simplement. Voilà. Je peux mettre 45 ici. Et si on lance la simulation, d'ailleurs, on va voir qu'on va avoir du coup 45 multiplié, mais cette fois-ci pas par 5, mais cette fois-ci par 1. Parce que, je le rappelle, nous venons de créer une variable factor que nous initialisons à 1, et c'est cette variable factor qui est passée en paramètre de number factor juste ici. Donc, on peut rajouter à son tour le serialized field devant private int factor. En revenant sur Unity, on va voir que notre deuxième variable, voilà, est désormais accessible. Et donc, je peux la modifier. Par exemple, je mets 4, on sauvegarde, on play, on lance la simulation.
Et on voit qu'on a, alors 45, c'est le résultat précédent qu'on n'a pas effacé, on n'a pas clear la console avant de faire ça, mais on voit le deuxième résultat, c'est bien 180, donc 45 fois 4. Voilà. Donc de cette manière, là, avec ce component myComponent, vous avez à peu près les éléments les plus importants d'une classe, donc c'est-à-dire ces variables avec leur niveau d'accès, private, public, et les attributs qui peuvent changer la manière dont ils sont lus. On retrouve les méthodes start et update, qui d'ailleurs update ne sert à rien, et on voit donc qu'on a notre méthode numberFactor qui prend un int number en paramètre, un int factor, multiplie les deux et nous retourne le résultat sous forme d'entier, sous forme de int, directement. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez construire déjà pas mal de choses. C'est vrai, vraiment, la plupart du code que vous allez faire va reposer sur la création de variables, la création de fonctions qui vont traiter les variables, et les retours de ces fonctions vont être soit directement utilisés pour le jeu, soit envoyés sur d'autres fonctions qui vont traiter ces résultats, etc., etc. Le code, globalement, c'est des classes qui sont composées de méthodes. Ces méthodes font des choses en lien avec ce qu'est censé faire la classe et on crée plein de petits blocs comme ça. Une classe qui va faire ça avec les méthodes qui vont permettre de faire ça, une autre classe qui va faire ça avec les méthodes qui vont permettre de faire ça, et on met tout ensemble. Et c'est comme ça, globalement, qu'on fait un jeu, tout simplement. Voilà. On va passer à la deuxième et dernière partie de la vidéo, c'est la manipulation des objets en code. Là, ça va être un peu plus sympathique parce qu'on va commencer à manipuler les objets directement dans la scène Unity. Donc, pour créer notre deuxième script, on retourne dans Asset Script. Là où, si vous avez suivi comme moi, vous avez créé un dossier script directement dans la racine Assets et vous avez dedans MyComponent. Donc, clic droit, Create, MonoBehavior Script, et celui-ci, on va l'appeler Object Translator. Voilà. Donc, le principe de ce component, ça va être de de déplacer un objet sur lequel le script de déplacer l'objet sur lequel le script sera appliqué en tant que component dans une direction à une certaine vitesse. C'est globalement, on va faire à peu près globalement la base de tous les mouvements Unity, et notamment des mouvements du player, qui, spoiler alerte, sera l'épisode 4 de cette série. Prochain épisode, nous attaquons le contrôleur du personnage, avec donc les inputs, la gestion de la caméra et du déplacement du personnage, avec marcher, peut-être un sprint et un saut. Voilà. Donc prochain épisode très important, on va commencer à mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Donc, pour Object Translator, on retrouve exactement la même structure. C'est une classe, elle est publique, elle s'appelle Object Translator, comme le nom du script, toujours très important. Un seul monobehavior par script, et le nom de la classe qui est monobehavior est toujours le nom du script. Voilà. Elle hérite bien de monobehavior, donc on est bon, on travaille bien sur un component, tout ici, jusqu'ici tout va bien. On va directement supprimer start et update, nous n'en avons pas besoin, voilà. Parce que Unity aime bien ajouter 2-3 choses, nous on va commencer sur un tableau blanc, personnellement je préfère. Donc, nous allons avoir besoin de deux variables. Pour commencer, nous allons avoir besoin de la variable speed pour la vitesse de cet objet. Donc, on se rappelle ce qu'on vient de faire juste avant. On déclare un serialize field. Enfin, on peut directement commencer en écrivant le serialize field. Ensuite, private, ici. Alors là, l'autocomplétion veut me faire mettre un GameObject. C'est pas ce que je veux. Moi, je vais déclarer un float. Alors, un float, c'est la même chose que le int, sauf que ça permet de stocker des nombres à virgule. Voilà. Ça s'appelle un nombre flottant, parce qu'il y a une virgule, et on appelle ça un float en C#. Et en C#, ça marche aussi en C++, en C et dans plein d'autres langages. Et donc cette variable, nous allons l'appeler speed. Nous n'allons pas nous embêter à rajouter le égal 1, parce que, je le rappelle, par défaut, c'est égal à 1. Mais ceci dit, je vais quand même faire une petite précision. Là, le compilateur comprend qu'on veut initialiser ce float à 1, même si cette manière-là de l'écrire, c'est un entier. Pour écrire de manière brute un float, on écrit 1
point 0 f. Voilà. Ça, alors c'est très particulier, mais c'est exact là, de cette manière, on précise bien au compilateur, attention, ceci n'est pas un entier, c'est un flottant, c'est un float. Parce qu'il y a un chiffre, un point, parce on ne met pas de virgule, la virgule est réservée à d'autres choses dans pour notre éditeur de code. Donc on écrit un premier nombre, enfin un premier chiffre, un point, un deuxième chiffre et le f pour vraiment préciser que ceci est bien un float. Voilà, c'est très important. En suivant, on peut rajouter un autre serial field, private, et cette fois-ci, nous allons utiliser pour la première fois, pas vraiment parce qu'on a utilisé le debug log, nous allons faire appel à une autre classe. Nous allons faire appel à la classe vector3. Alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur, tout simplement. Si vous êtes allé au collège, vous avez vu normalement, si je ne me trompe pas, peut-être c'est le lycée, je ne sais plus, vous avez vu les vecteurs. Les vecteurs, donc, c'est un vecteur constitué, dans notre cas, un vecteur 3 constitué de trois composants euh, x, y, z, ce qui correspond en fait généralement à une position dans l'espace sur Unity. C'est la manière la plus générale de l'utiliser. Donc Vector3 est une classe qui nous est directement proposée dans Unity Engine, dans la librairie Unity Engine. Donc on peut directement l'appeler comme ça. C'est donc un type, parce que je le rappelle, une classe c'est un objet et donc c'est aussi un type. Float, c'est un peu particulier. Les floats, les int, les choses comme ça sont entre guillemets normalement sont des classes, mais d'un point de vue compilateur, c'est légèrement différent. Là, Vector3, on voit bien que c'est une classe. D'ailleurs, si vous sélectionnez Vector3 et que vous appuyez sur F12, voilà, vous allez ouvrir en fait la déclaration de la classe. Et là, on voit qu'on a, alors, là, on a une tonne d'attributs juste ici. On voit que, alors, c'est une struct, c'est pas une classe, je vous ai menti. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, voilà, là, vous voyez que c'est très, là, voilà, là c'est chargé, hein. On a quasiment 1500 lignes. Là, on a même directement des commentaires de la part d'Unity, etc. Bon. Et on voit qu'on a différentes méthodes ici. On a la méthode, par exemple, normalized, qui fait les calculs, etc. Voilà, donc là, vraiment, Là, vous avez l'exemple d'une grande classe, voilà, avec des méthodes absolument gigantesques qui sont pratiquement illisibles, hein. C'est vraiment. Alors là, c'est un peu le bordel. Voilà. Bon, vous fermez ça. Pour fermer, je vous remontre tout simplement ici, j'ai fait clic molette. Vous pouvez aussi cliquer sur la croix. Voilà. Donc on ferme ça. On n'y touche pas, on ne modifie rien à l'intérieur. Voilà. C'est pas à nous, c'est à Unity. On ne touche pas. Donc private vector3 et dans notre cas, ça va être la direction dans laquelle on veut faire évoluer notre objet. On ne lui donne pas de valeur par défaut. On pourrait, alors là, on a par exemple vector3.forward comme valeur par défaut. Qu'est-ce que c'est? Forward, en fait, c'est donc là, si on refait F12, ça je vous montre. Là, en fait, c'est un appel statique. Le statique, c'est tout un monde aussi. En fait, c'est au-dessus du principe d'encapsulation, comme je vous disais, avec les publics private. Quand quelque chose est statique, il est accessible vraiment de partout à l'extérieur de la classe. Donc, il faut faire très attention avec ça. Par contre, c'est très pratique pour certaines méthodes ici. Donc là, on a ici un attribut forward qui nous retourne en fait la variable forward vector qui correspond chez nous à un vector 3 en 0, 0, 1 sur z ici. Bon, voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer. De toute façon, on va manipuler ça. Pour l'instant, on n'y touche pas. Voilà, donc voilà, on repasse à notre composante à nous. On déclare donc nos deux variables speed et direction, car ce sont les deux éléments dont nous avons besoin pour déplacer un objet. C'est les deux éléments les plus nécessaires. On va ensuite réécrire la méthode update. Je me suis trompé, nous en avons besoin. Donc on réécrit private vote update. Voilà, on voit bien que Unity a bien compris que c'était sa méthode update à lui. Voilà.
et on va manipuler donc pour la première fois un objet au travers d'un script MonoBehavior. Alors, on va refaire un tout petit point directement dans la scène d'Unity. On va toucher directement au transform et au GameObject depuis le code. Et ça, ce sont des éléments que vous allez faire H24 sur Unity. Resélectionnons notre objet cylinder ici. On voit qu'on a bien le script myComponent. Lui, il peut rester là, on n'en a pas besoin. Mais pour rappel, le script est attaché, un script MonoBehavior est toujours attaché à un GameObject. GameObject qui a toujours un component qui s'appelle transform au minimum ici. Voilà, c'est important. Nous allons créer un troisième objet dans cette scène. Ça va être l'objet qu'on va justement s'amuser à faire déplacer. Donc, on retourne dans la hiérarchie ici, la fenêtre de hiérarchie. On fait un clic droit directement au milieu de la fenêtre, là voilà. Nous allons dans 3D Object et nous sélectionnons un cube. Voilà, le cube est créé dans la scène. Alors, je le rappelle, pour se déplacer dans la scène, clic molette et on déplace la souris. Ça permet de se déplacer comme ça. Et avec un clic droit, en déplaçant la souris, on tourne la vue. Voilà. Donc, notre objet est là. On va le monter un tout petit peu, voilà, histoire qu'il sorte. Voilà, on le met dans un coin, on n'y touche plus. Voilà, il est bien, il est là. Donc, on voit en effet qu'il est toujours composé d'un transform, d'un mesh filter, d'un mesh renderer et d'un box collider. On verra à la toute fin de l'épisode l'importance du box collider juste ici. On va, juste pour mieux comprendre ce que fait cet objet, pour un peu plus de visuel, nous allons créer un matériel. Un matériel dans Unity, c'est tout simplement en fait, c'est entre guillemets un matériau, hein, le nom est bien choisi. Ça va permettre de définir la couleur de l'objet, la texture de l'objet, ce genre d'éléments. Pour créer ça, on va pas s'embêter, on va directement retourner dans Asset, on fait un clic droit, Create, et on choisit Material ici. Et on va l'appeler, moi personnellement, la convention de nommage que j'utilise, c'est mat underscore, pour définir que c'est un material underscore, et red, voilà, red, parce qu'on va créer un matériel rouge. Alors là, on voit que quand on le crée, on a cette boule ici, un peu en plastique, un peu pâte à modeler, ça permet juste de visualiser en fait la tête que va avoir notre matériau. On a donc dans l'inspecteur une bonne quantité d'informations. On ne touche à rien à part ici dans Surface Input, Base Map, la variable Base Map ici, on a un cadre blanc, on peut cliquer et ça nous permet ici de sélectionner une couleur. Donc là, on peut choisir dans ce petit carré la couleur rouge. Alors après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez créer un truc vert, un truc bleu, etc. Magenta, j'en sais rien. On peut faire un truc un peu marron foncé, ou voilà, ou vert, un joli vert, un truc comme ça, j'en sais rien. Nous, on va directement prendre du rouge. Rouge pur, on peut directement vraiment modifier la valeur RGB ici. Voilà. Voilà, c'est les manipulations de couleurs, pour vous amuser à cafouiller, toucher des trucs et tout, il n'y a pas de problème. Voilà. Juste, voilà, on change la variable base map ici pour que à la place du blanc, on ait du rouge. Et ensuite, on maintient le clic sur Matte Red et on voit que quand on over un objet, on voit qu'il change de couleur. Donc nous, on va se déplacer sur le cube et on relâche la souris, enfin on relâche le clic souris. Et notre cube est désormais rouge. On voit d'ailleurs ici que on a le matériel qui s'affiche là avec les paramètres du matériel ici directement. Voilà. Ça pareil, on n'y touche pas, on laisse ça dans notre coin. Voilà, désormais nous avons un cube rouge et ça va nous permettre de mieux comprendre que cet objet il fait quelque chose dans la scène. Voilà. On va aussi pouvoir lui ajouter son component qu'on a créé il y a un instant, donc Object Translator. Voilà. Le component est ici. Personnellement, j'aime bien avoir mes components plus haut dans la hiérarchie dans des components. Donc vous pouvez maintenir le clic gauche sur le titre et monter voilà, pour le mettre. Voilà, vous voyez que si je déplace la souris juste au-dessus de cube, on a la petite bande bleue qui me dit c'est bon, tu peux l'accrocher juste ici. Voilà, donc on relâche la souris, enfin le clic souris, et on a l'Object Translator, le script Object Translator qui est juste ici. Et on voit donc ici que nous avons notre variable speed, voilà, avec un 1. On a dit que c'était un float, donc on peut directement écrire par exemple 1,5. Voilà, c'est un nombre, enfin 1,5, 1.5. On n'utilise pas la virgule, on va dire, à la française. Hein.
D'ailleurs, Unity, vous voyez, si j'écris 1 avec vraiment la virgule, la bonne vieille virgule française 1,5, dès que j'appuie sur Entrée, il me transforme la virgule en point. On utilise bien le point. Donc ici on a la speed, on va la mettre à 1,5 par exemple, comme ça on voit bien ici que c'est un float. Et en dessous on a direction avec cette fois-ci 3 valeurs x, y, z. C'est vraiment la représentation de notre vecteur avec les 3 valeurs à l'intérieur. Ici 0, 0, 0. Voilà. Et les vecteurs 3 sont composés de nombres flottants, de flottes, donc on peut aussi écrire par exemple 1,6, 2,3, 34,9 ou 34,996587, voilà. C'est valide, c'est valide. Alors après, quand on commence à en mettre trop, de toute façon, Unity, au bout d'un moment, ils ont tellement peu d'impact, les décimales, qu'on peut arrondir. Voilà. Bon, on va remettre tout ça à 0 et on va retourner donc dans notre code. Cette fois-ci, on a mis en place sur Unity tout ce qu'il fallait. On a créé notre objet, il a le component accroché dessus. Tout va bien sur ce côté-là. On retourne dans le code et cette fois-ci, nous allons écrire ce qui se passe en update. Nous voulons que notre objet, que l'objet sur lequel est équipé notre MonoBehavior, nous voulons que cet objet se déplace dans la scène selon la direction, la valeur de la direction donnée et selon la vitesse. Donc, pour accéder, étant donné que nous sommes dans un MonoBehavior, nous pouvons accéder directement au transform de l'objet sur lequel est appliqué le MonoBehavior. Pour ça, on tape tout simplement transform. Voilà, on l'a ici, transform. Voilà, vous faites entrée. Et là, à partir de là, si on fait point, donc on parle là de la classe transform, si on fait un point, on a on a plusieurs informations ici qui nous permettent de manipuler le transform. On a par exemple, si j'écris position, on a la position. Voilà. Ceci nous retourne la position de notre objet. Alors on pourrait dire position, donc le transform de la position va être égal à par exemple vector 3 vector 3, là on a plusieurs choses par défaut, par exemple vector 3.0, voilà. Et on peut déjà commencer à tester avec ça. On va dire à chaque frame que la position de notre objet, de notre transform, est égale à la valeur vector 3.0. Donc ici on voit bien que c'est un raccourci pour écrire vector 3 entre parenthèses 0, 0, 0. Voilà. Donc là, notre objet est ici, il n'est pas en 0, 0, 0 ici. Mais si je clique sur play, l'objet a disparu. Il est où? Eh bien, il est désormais en 0, 0. Si on clique sur scène, voilà, on voit, si on sélectionne bien l'objet dans la hiérarchie, ici, on voit que l'objet est en 0, 0. Et d'ailleurs, pendant la simulation, si je le déplace, vous voyez, Unity ne me permet pas, je ne peux pas utiliser ici les flèches pour le déplacer parce qu'à chaque frame, elle réapplique la position de l'objet en 0. Voilà. Et à la fin de la simulation, on voit bien que l'objet a repris sa place parce que c'est la valeur par défaut de la scène. Voilà, tout simplement. Donc, ça c'est mignon, mais on ne peut pas faire grand chose de plus avec ça. Là, je vais vous montrer donc directement la méthode qui permet de faire déplacer, on va dire la méthode la plus simple qui permet de déplacer un objet, ça va être de faire vector 3, on appelle la classe vector 3, et sur cette classe, on a un membre statique donc qui est accessible depuis partout à l'extérieur de cette classe. Vector 3, c'est la méthode move towards. Voilà. Cette méthode, permet de déplacer un objet vers un point selon une valeur, selon une vitesse. On voit qu'on a la position actuelle, la position cible, ici, current, la position cible, target, et le max distance delta. Dans notre cas, ça va être en fait la vitesse de déplacement. Donc, on donne en paramètre transform.position, ça, c'est la position actuelle. Voilà, ça transform.position. On peut lui donner une valeur, mais on peut aussi lire la valeur. Donc tout simplement, la position actuelle. Virgule. Alors là, on ne peut pas donner directement direction. Parce que si on donne direction, on va dire à cet objet d'aller directement à la position ici. Il va lire ça comme une position. Donc si on met par exemple, si on veut que notre objet avance sur son axe Z, on peut lui donner la valeur 1 ici. Donc là, l'objet va vouloir
nous, on veut que l'objet avance sur l'axe Z. Donc, on donne la valeur de 1. Il va avancer, on va dire, à une vitesse de 1, enfin, un facteur 1 sur l'axe Z. Si on le donne directement en paramètre direction ici, la méthode moveTowards va comprendre qu'on veut partir de cette position pour arriver à la valeur 0,01. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avancer depuis la position actuelle vers la position plus la direction, tout simplement. Donc là, on appelle transform.position plus direction. Voilà. Et le dernier paramètre, on peut lui donner speed, mais petite subtilité, nous ne pouvons pas simplement donner speed ici, parce qu'il attend, dans notre cas, un delta. Et si on fait speed ici, en update, en fait, on va aller à une vitesse, ça va être monstrueux. Et donc, si vous voulez que ce soit lisible, il va falloir donner des valeurs genre 0,005 de vitesse. Ça devient très compliqué à gérer. Sachant que nous sommes donc en update, quand vous voulez très notamment manipuler une vitesse, on prend la variable vitesse et on la multiplie par time.deltaTime. Voilà. Je vais passer sur sur ce que c'est que ça, parce que là, on est sur de l'architecture bas niveau, on est vraiment sur la vitesse d'horloge de l'ordinateur, etc. Il faut retenir que quand on travaille en update, quand on veut déplacer un objet en update, par rapport à une vitesse, il faut tout le temps la multiplier par time.deltaTime. Ça permet de lisser en fait la vitesse tout au long des différentes frames. Car si l'on ne fait pas ça, un joueur qui va avoir un ordinateur et qui va faire tourner le jeu à 60 fps, il va appeler 60 fois la méthode update par seconde. Alors qu'un joueur qui va avoir un PC on va dire plus mauvais, par exemple, qui fait tourner le jeu à 30 fps, il va appeler que 30 fois cette méthode par seconde. Et donc, on va pas avoir la même accumulation à la fin. Donc, un joueur qui a un bon PC va avoir, par exemple, une voiture qui va aller beaucoup plus vite si on ne fait pas ça. Donc là, cette manière-là, speed multiplié par time.deltaTime, permet de lisser tout au long des frames la valeur de la vitesse. Et c'est tout ce que nous avons à faire pour cette méthode. On prévient, à chaque update ici, on prend notre transform, on prend sa position, et on lui assigne la valeur de retour de la fonction moveTowards, dans laquelle on passe en paramètre sa position, la cible, donc c'est sa position plus la direction dans laquelle je souhaite aller, et sa vitesse. Et donc à chaque fois qu'on va, première update en fait, on va prendre la position de départ, on va calculer donc, on va lui le faire se déplacer depuis sa position vers la position cible. Allez, donc à la fin de l'update, cette valeur-là rentre dans position, et donc à l'update suivant, c'est la dernière valeur qu'on a rentrée dans position qui est prise en valeur par départ, et donc en fait, à chaque update, l'objet se déplace comme ça petit à petit. Voilà. Si on retourne dans la simulation, on va dézoomer un peu parce que l'objet va commencer à se déplacer. Alors pour dézoomer, je rappelle, on utilise la molette de la souris, on la fait rouler vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. On vérifie, donc on a bien Object Translator qui est posé sur notre GameObject Cube. Il a une speed de 1,5, donc il va se déplacer à 1,5 unités par seconde. Donc sur Unity, ça correspond généralement à 1,5 mètres par seconde. Dans la direction ici, Z plus 1. Donc en fait, c'est à chaque fois ma position plus 1, voilà, à une vitesse de 1,5 mètres par seconde. Si on clique sur Play, on va voir que notre objet, voilà, regardez, notre objet est parti. Voilà. Alors on se remet sur l'onglet scène, on peut se déplacer et on voit là l'objet, voilà, l'objet s'avance. L'objet s'avance tout simplement sur son axe Z à une vitesse de 1,5 mètres par seconde. Et on peut modifier au runtime, ce qu'on appelle au runtime. Donc pendant que la simulation tourne, c'est ce qu'on appelle le runtime, on peut modifier les variables ici dans l'inspecteur. Et si par exemple j'ajoute un 1 sur X, voilà, notre objet se déplace en allant plus 1 vers la droite et plus 1 en face. Voilà. Et si je rajoute par exemple un moins 1 ici en Y, on voit que notre objet se déplace. Donc plus 1 vers la droite, plus 1 vers Z et moins 1 en Y. On voit qu'il descend voilà, petit à petit. Voilà, il se déplace en diagonale. Et je peux inverser. Si je mets ici, si je mets un 1, voilà, il remonte. Et étant donné qu'on est sur des flottes et que en fait les valeurs ici de direction vont être multipliées à la vitesse, si je mets un 2, il va se déplacer
2 fois plus vite sur son axe X. À 10, il se déplace pas 10 fois plus vite, mais 10 fois plus fort. Voilà, donc on privilégie de se déplacer vers X. Et si je remets 10 ici, là on voit qu'il se déplace équitablement entre X et Z. Voilà. On peut stopper la simulation, on en a assez vu, voilà, tout simplement. Et on va revenir. Alors là, si vous avez comme moi suivi le cube est un peu loin, on peut revenir à la main, mais c'est un peu galère. On va utiliser un raccourci, c'est F pour focus. Vous appuyez sur la touche F et ça va focus l'objet sélectionné. Ça permet de plus facilement retourner sur un objet quand il est un peu loin. À partir de maintenant, vous pouvez déjà vous amuser à faire déplacer des objets dans la scène. Ce qu'on vient de voir là aujourd'hui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on va faire quand on va attaquer le player controller à l'épisode précédent. On verra aussi à l'épisode précédent l'intérêt des collisions. Là, pour l'instant, je viens de voir que l'épisode est déjà très long, donc on va s'arrêter sur ça une fois de plus. On a déjà vu énormément d'informations. On va revoir ça ensemble. Voilà. On voit alors cette méthode ici. Amusez-vous à peu près à modifier, tester ce que ça fait, que de mettre directement direction et pas transform position plus direction, etc. Voilà. N'hésitez pas à revoir ce qu'on a fait dans My Component, à revoir ce qu'on a fait dans l'Object Translator, à modifier certaines choses. Vous pouvez vous amuser peut-être aussi un peu avec les rotations, tout simplement, en faisant transform.rotation. Vous avez accès aux valeurs d'orientation de l'objet. Vous pouvez aussi essayer de manipuler ça. C'est légèrement différent des positions. Je vous laisse découvrir ça si vous en avez envie. On en parlera dans le prochain épisode parce qu'on va devoir faire bouger le player selon l'axe de la caméra. Voilà. Donc, n'hésitez pas à manipuler, tester, etc. Mais avant ça, on n'oublie pas, on retourne sur GitHub Desktop. Pour l'instant, on l'utilise pas énormément. Vous allez voir que dans pas longtemps, on va commencer à utiliser un peu plus Git. Et donc, on voit qu'on a la création du matériel ici, les modifications de la scène, les modifications ici apportées dans le script. On voit bien, regardez, on a supprimé cette ligne-là, on a changé cette ligne-là, on a ajouté le test, on a ajouté ces valeurs-là ici, etc. Voilà, vous voyez qu'on a bien les plus, les moins, on a toutes les modifications apportées à notre script par rapport à donc, la version actuelle et la version stockée par Git. On a l'Object Translator qui est tout en vert parce que c'est une création, elle n'existe pas encore. Ça va être vraiment une addition. Voilà. Et les méta, évidemment, bon, ça, le classique d'Unity. Voilà. Donc, on va nommer notre commit. Par exemple, clean my component. Un est commercial, add object translator. Voilà. Tout simplement, on peut l'appeler comme ça. Vous pouvez l'appeler différemment si vous voulez. Une fois que c'est nommé, vous cliquez bien sur Commit to Development. Et une fois que c'est prêt, ici, dès que vous avez l'encadreur bleu, vous pouvez cliquer sur Push Origin. Voilà. Et c'est bon, c'est stocké en ligne, ça y est, le projet est sauvegardé correctement. Donc à partir de maintenant, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Dès que vous ne voulez plus de la modification, vous pouvez la supprimer directement depuis ici, comme vu dans les épisodes précédents. Je le rappelle, par exemple, voilà, j'écris n'importe quoi en commentaire. Si je reviens ici, on voit bien qu'on a la ligne verte ici. Je veux retirer tout ce que j'ai fait ici. Clic droit sur le changement là et discard changes et voilà. Et si je reviens sur Unity, voilà, la modification a disparu, on est bien revenu à l'état initial. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à manipuler, à revoir un peu certains passages, etc. C'est assez important si vous voulez un peu mieux comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai vraiment évidemment le temps d'y répondre. Voilà, le prochain épisode se concentrera sur la création du caractère contrôleur. Donc, prochain épisode, nous allons avoir un player qui va se déplacer dans la scène. On va pouvoir regarder autour de nous, se déplacer et sauter. Donc, on va s'amuser avec deux, trois choses. Vous allez voir que c'est très simple. Ça va vraiment reprendre tous les éléments qu'on a vus jusqu'ici. Donc, si vous avez encore des doutes, peut-être attendez le prochain épisode. Ça risque de se résoudre tout seul quand vous allez voir comment tout est mis en place. Sinon, une fois de plus, la section commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine
même heure, même jour pour la sortie de l'épisode 4. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous intéresser à la technologie et à la prochaine.